de voir qu'il y a beaucoup de choses qui émergent aujourd'hui autour des sciences cognitives et que vous avez là amorcé une belle dynamique. Donc, je suis, vraiment heureux d'avoir l'occasion de pouvoir échanger avec vous aussi dans ce type de contexte. Donc, vraiment merci pour l'invitation. Donc je vais essayer aujourd'hui de parler, de compréhension comme Adeline l'a précisé. Compréhension dans le cadre d'un texte, notamment avec, les difficultés, qui on sait peuvent être nombreuses chez les élèves. Donc je vais essayer d'apporter un éclairage, hein, qui a pas vocation à être exhaustif, mais en tout cas qui porte un certain nombre de pistes sur lesquelles on travaille. Donc vous illustrer à travers, des études, des travaux expérimentaux qui ont été réalisés, quelles sont, les difficultés qui sont rencontrées par les élèves et comment on essaye de faire avancer les choses. Donc juste pour situer le contexte dans lequel je travaille, donc je suis maître de conférence à l'INSPE de l'académie de Créteil. Donc je fais partie d'une équipe de 9 enseignants-chercheurs en psychologie cognitive. Donc actuellement avec, 3 ATR parce qu'on est en attente de recrutement et on a un fort besoin de mettre en place des recrutements en sciences cognitives à l'INSPE. Donc avec des thématiques qui sont assez variées, hein. Je crois qu'Adeline, vous avez pu rencontrer Jonathan Fernandez qui travaille sur, les stratégies d'apprentissage et la métacognition. Donc on est, 2 notamment avec mon collègue Hugo Balanguin à travailler sur des questions autour de la lecture, de la compréhension et des apports des outils numériques, et des difficultés qui peuvent être associées, à l'utilisation des outils numériques aussi. Et les autres collègues travaillent plus sur le versant écriture, rédaction et orthographe. Donc voilà pour une présentation rapide de l'équipe. On intervient surtout en formation, initiale, à l'INSPE. On commence à intervenir aussi dans la formation initiale, du second degré parce que, 90 de nos interventions, se fait dans le cadre du master MEF, 1 degré. Et donc comme certains d'entre vous le savent certainement, on a aussi un DU en sciences cognitives, voilà, qui permet de proposer une formation, une acculturation en tout cas dans un premier temps aux sciences cognitives. Je ferme la page de publicité pour, recentrer sur le propos d'aujourd'hui. Donc, comme on est sur, une thématique qui est complexe et on va voir qui est aussi, une thématique qui est assez dynamique, j'ai prévu de découper ça en 2 temps, avec une première partie qui va permettre d'aborder aussi le versant, lecture décodage parce que dans le côté compréhension, bien sûr, on va avoir le côté décodage qui va jouer un rôle. Donc je vais pas passer trop de temps dessus, mais simplement poser un certain nombre d'éléments, en lien avec ce côté perception qui va nous permettre, d'arriver à extraire des informations et puis à les organiser, les agencer pour que la compréhension vraiment puisse se mettre en place. Donc, j'ai simplement posé un certain nombre de principes sur la lecture pour ensuite vraiment mettre la focale sur le côté compréhension avec cette dynamique, avec ces fonctions cognitives qui vont être mobilisées et qui vont, on va voir, dans le cas où leur efficience n'est pas forcément optimale, on va dire, vont poser des difficultés dans la mise en place des processus de compréhension. Donc vraiment ce qui va nous interroger et ce qui va nous intéresser, c'est, ce côté, comment en fait on va arriver à faire passer, l'élève d'une situation où, dans un premier temps, il a commencé à apprendre des sons. Donc l'acquisition du langage se fait essentiellement de façon, orale dans un premier temps, puisqu'on a des représentations phonologiques qui vont être stockées dans notre système de mémoire et ensuite on va mettre en place un apprentissage qui lui va être long et va être coûteux, puisque, il est complètement arbitraire, qu'il a mis en correspondance de, symboles écrits avec ces représentations phonologiques qu'on avait déjà stockées. Et donc on va essayer de regarder comment on fait pour passer de cette capacité à, dans un premier temps, identifier des sons, puis identifier des symboles, à au final mettre en place une certaine automatisation de cette activité de décodage pour nous permettre, une facilitation de l'accès à la compréhension. Et si on regarde la façon dont les choses évoluent, l'évolution est quand même relativement rapide, hein. Quand on prend les performances des élèves en début de CP et en fin de CP, on a quand même une forme déjà d'automatisation qui va se mettre en place, qui nécessite bien sûr encore un travail, mais on a quand même une progression, qui se fait de façon assez forte.
Donc, pour commencer avec cette partie autour de la lecture, plus en lien avec le décodage, comme je disais en introduction, et simplement pour poser un petit peu le cadre, dans lequel on travaille. La lecture, c'est, une activité qui va nécessiter donc l'extraction, d'une représentation, graphique pour pouvoir accéder à du sens. On a toujours bien sûr dans la compréhension cette question d'accès au sens, hein. Si on lit un texte, qui est sans queue ni tête, si la compréhension ne peut pas se mettre en place, on va très rapidement s'en désintéresser parce qu'on a besoin, de pouvoir générer du sens. Notre système a vraiment besoin de pouvoir reconstruire quelque chose qui soit porteur de sens. Donc dans la lecture et bien sûr dans la compréhension, on va avoir, d'une part, cette capacité à identifier des mots écrits qui va être importante, hein, qui va être un des préalables indispensables pour la mise en place de la compréhension lors de la lecture d'un texte. Et donc tous les éléments, on va le voir, qui sont portés par le texte et qui vont nécessiter d'être intégrés en un tout cohérent, comme j'ai dit, et ce qui va mobiliser des fonctions, cognitives de haut niveau comme, les fonctions exécutives notamment, c'est-à-dire la mémoire de travail, la flexibilité attentionnelle, et la capacité d'inhibition notamment. Donc cette reconnaissance, cette activité de lecture, elle s'appuie sur un principe, hein, qui est un principe, essentiellement, physiologique dans un premier temps, qui va reposer sur, les contraintes, de notre système visuel. Et simplement pour, mettre la focale sur un élément particulier, je vous rassure, on va pas faire ici un cours sur l'anatomie de l'œil, hein. C'est simplement pour vous indiquer quels sont les principes physiologiques qui vont nous permettre d'accéder à la lecture. Vous voyez qu'au niveau de l'œil, à l'arrière, on a une toute petite zone ici qui va s'appeler la fovea, et la fovea, c'est le point au niveau de l'œil qui va nous permettre d'avoir une vision nette, hein. Si on fait l'analogie de l'appareil photo, c'est ce qui va permettre de faire la mise au point pour que, votre photo ne soit pas floue et soit la plus nette possible. Et en fait, cette fovea, c'est elle qui, au fur et à mesure qu'on va avancer dans la lecture, va nous permettre de fixer les mots pour arriver à les identifier de la façon la plus précise possible. Et ce qui va se passer, notamment sur les premiers temps, de l'apprentissage de la lecture, c'est qu'on va avoir une vision fovéale qui va être extrêmement réduite, donc ce qui contribue au fait que les élèves, dans les débuts de l'apprentissage, ne soient pas en capacité de pouvoir extraire une grande quantité d'informations. C'est parce que, on a ce qu'on appelle un empan perceptif, c'est-à-dire une capacité à extraire une quantité limitée d'informations au fur et à mesure qu'on avance dans la lecture du texte. Donc ça veut dire qu'on a une certaine fenêtre visuelle, qui va nous permettre, en une seule fixation oculaire, de pouvoir extraire un certain nombre d'informations. Vous le savez sans doute déjà, lorsqu'on est en train de réaliser une activité de lecture, on a ce qu'on appelle des saccades oculaires qui vont nous permettre de déplacer, notre regard sur, les mots du texte, de sorte à pouvoir extraire les informations. Ces saccades pouvant être anticipatifs, c'est-à-dire qu'on va aller dans le sens de la lecture pour avoir une lecture qui va être fluide, mais ces saccades pouvant aussi être régressives, puisque des fois, on a besoin de revenir sur un mot qu'on a lu pour vérifier, par exemple, un accord sujet-verbe ou pour vérifier, l'adéquation entre ce qu'on est en train de lire et le personnage, hein, si on est sur de la résolution d'anaphore pronominale, par exemple. Donc vérifier qu'on est bien, que les éléments qui sont lus sont bien clairs au niveau de la mise en place de notre compréhension. Donc cet empan perceptif, en lecture occidentale, il est décalé vers la droite par rapport au point de fixation, puisqu'on est, toujours dans une lecture qui va être au maximum anticipative, pour essayer de faire en sorte que les choses, soient les plus, que la lecture, pardon, soit la plus fluide possible. Si je vous présente la phrase suivante: «Le cheval saute la haie qui se trouve dans le pré». Qu'est-ce qui se passe quand on est en activité de lecture? On va avoir donc notre fovea qui va se fixer sur, une partie d'un mot, soit sur un mot, soit une partie d'un mot, ça dépend de la longueur, et le fait que ma fovea soit positionnée sur cette zone ici va faire que je suis en capacité, en une seule fixation, de pouvoir extraire toutes les informations qui se trouvent autour. C'est ce qu'on appelle la vision parafovéale, et c'est grâce à ce traitement parafovéal et à cet, empan perceptif qu'on est en capacité de pouvoir avoir une lecture qui va être fluide, hein, notamment lorsqu'on va lire à voix haute.
Ce qui se passe, c'est que lorsque je suis en train de traiter cette information, donc je vous ai dit, hein, le fait que de fixer la fin ici du mot cheval, ça me permet de traiter les 4, 3-4 caractères qui sont à gauche et les 13-14 caractères qui vont être sur la droite. Ce qui fait que quand je vais déplacer mon regard, par exemple, sur le mot «et», il a déjà été traité en vision parafovéale. Donc, il y a déjà une préactivation qui est faite et on est en capacité de pouvoir lire plus rapidement parce qu'il y a eu ce «pré-traitement» entre guillemets, qui a été fait. Là, on est sur ce qui est mis en place chez un adulte. Chez les enfants, comme je vous disais, l'empan perceptif, il est un petit peu plus restreint parce que le système visuel, il est moins mature, lorsqu'ils rentrent dans l'activité de lecture, ils ont beaucoup plus de saccades oculaires qui sont des saccades, involontaires. Ils ont plus de mal à contrôler ce type de mouvement. Donc, on est sur une plus grande difficulté aussi à pouvoir extraire les informations de façon fluide. Donc cet empan, en fait, il est beaucoup plus réduit, il est de que de 11 caractères, chez l'enfant avec donc cet empan qui est vraiment focalisé sur cette zone, fovéale dans un premier temps et puis, plus ils vont gagner en expertise, plus ils vont aussi gagner en vocabulaire et puis ils vont avoir une bonne capacité à pouvoir accéder au sens rapidement. Donc cet empan perceptif, il contribue vraiment à, cette activité de lecture qui va être la plus fluide possible. Juste pour vous donner une illustration de comment ça se positionne, vous voyez ici un exemple de texte. Tous les cercles que vous allez voir apparaître, ce sont les moments de fixation et tous les traits que vous voyez apparaître, ce sont des saccades oculaires. Donc pour vous donner une idée de la façon dont la lecture se met en place, voilà. Là, vous voyez quelqu'un qui est concrètement en train de réaliser une activité de lecture avec tous les mouvements oculaires que ça implique. Donc on voit que les cercles, ils vont être plus ou moins étendus. Ça aussi pour nous, c'est un indicateur qui va être précieux parce que plus le cercle va prendre de l'ampleur, plus ça veut dire que la période de fixation est longue et quand vous avez une période de fixation qui est longue, ça veut dire que le mot, il est plus difficile à intégrer. Donc est-ce qu'il est plus difficile à intégrer en tant que tel parce que c'est un mot qu'on ne connaît pas? Ou est-ce que c'est parce que dans la phrase dans laquelle il se trouve, on a du mal à en interpréter, à en inférer le sens? Voilà, ça c'est une autre question, une autre problématique à laquelle on essaie de répondre en fonction des difficultés que vont rencontrer les élèves. Donc, juste pour terminer sur ce côté un petit peu physiologique et neuroanatomique, au niveau des bases neurales de la lecture, ce qui est important aussi, c'est que la lecture va recycler des régions qui sont impliquées à la base dans la reconnaissance visuelle des objets et des visages. Je vous l'ai dit en introduction, à la base, on n'est pas fait pour lire, pour traiter le langage oral. À partir du moment où on est exposé à du langage, oui, ça va se mettre en place de façon tout à fait naturelle. Par contre, la lecture, ça nécessite un apprentissage spécifique pour lequel on n'a pas de disposition. À la base, notre système cognitif, il est fait pour reconnaître des formes, des objets, des visages, mais pas pour réaliser une activité de discrimination aussi fine, que celle qui est nécessaire pour mettre en place l'activité de lecture. Donc lire, ça va supposer d'activer un certain nombre de zones cérébrales qui ont des fonctions, précises, hein. Vous voyez donc, les entrées visuelles, tout ce qui va être l'attention descendante et la lecture sérielle, tout ce qui va être la forme visuelle, l'accès au sens ici et l'accès à la prononciation et à l'articulation. Donc on a un certain nombre de zones cérébrales qui vont rentrer en interaction pour permettre la mise en place de l'activité de lecture. Et notamment au début de l'apprentissage, comme on n'est pas sur une activité qui est naturelle, on va avoir ce qu'on appelle un phénomène d'invariance miroir. C'est-à-dire que vous allez avoir des élèves qui vont confondre de façon transitoire les lettres pardon, parce que, si on prend l'exemple du P, du Q, du B et du D, c'est exactement la même forme, mais qui va subir une rotation. Donc notre système cognitif va dans un premier temps les reconnaître comme étant une seule et même forme qui subit ce type de rotation. C'est ce qui explique que vous avez des élèves qui vont reconnaître les lettres pardon, en miroir et d'autres élèves qui vont, pendant un certain temps, produire des lettres, mais aussi des chiffres, des symboles en miroir. Pour eux, c'est exactement le même symbole, ça leur pose pas de problème à ce stade parce qu'il y a encore la nécessité de mettre en place une certaine maturation du point de vue cognitif pour qu'ils arrivent bien mettre la forme dans le bon sens, en fait, dans le sens qui va être attendu. Mais fondamentalement, ça leur pose pas de problème et c'est pas non plus
systématiquement quelque chose qui va être associé à une pathologie. Le fait que des élèves, reconnaissent les lettres en miroir ou écrivent en miroir, tous les élèves sont susceptibles de le faire. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui va se stabiliser avec le développement. C'est vraiment une persistance prolongée, de ce type de production qui va, être peut-être en effet un indice qui peut amener à penser que l'élève, va présenter une dyslexie. Donc juste pour terminer sur ces éléments-là, ici vous avez, une cartographie cérébrale des zones qui vont être activées au fur et à mesure que, les élèves vont monter en compétences dans l'activité de lecture. Donc vous voyez, les différents codes couleurs correspondent en vert à l'identification des mots, en rouge les visages, en jaune les objets et en bleu les formes. Et vous voyez que au niveau de la reconnaissance des mots, avant le CP, c'est quelque chose qui est pas forcément très localisé. Et quand on arrive en fin de CP, quand il commence déjà à être lecteur, c'est-à-dire qu'on a vraiment de cette systématisation de la mise en correspondance des graphèmes et des phonèmes qui va se mettre en place. On a une zone qui jusque-là répondait surtout à la reconnaissance des objets, qui va grandir, qui va se spécialiser et vous voyez qu'à 9 ans, cette zone, elle est encore plus étendue, hein. C'est-à-dire qu'on a une spécialisation cérébrale qui se met en place au niveau de l'apprentissage de la lecture et c'est grâce à cette spécialisation qu'on est en capacité de traiter les informations de façon fluide. C'est-à-dire que tout ce qu'on met en place, donc on parle bien sûr d'acquisition de vocabulaire, donc c'est-à-dire qu'on va avoir un répertoire lexical qui va se développer, mais on va aussi développer une certaine acuité à pouvoir retrouver les informations euh, au sein de ce système lexical, sachant que ce système lexical, il contient une quantité d'informations qui est assez phénoménale. Une personne adulte, dans une seule langue, c'est entre 40 000 et 60 000 mots qui vont être stockés au sein du lexique mental. Donc vous imaginez, quand vous êtes en train de lire, quand vous êtes en train de parler, ça veut dire qu'à minima, vous êtes en train de retrouver les informations parmi 40 à 60 000 entrées. Donc ça nécessite d'avoir un système qui soit efficace, d'où la spécialisation, qui se met en place, ici, pour pouvoir traiter les informations de la façon la plus fluide et efficace possible. Donc, juste quelques mots maintenant avant de passer vraiment à ce côté, compréhension et son aspect dynamique et la complexité qui va être associée dans les différents, traitements. Donc quelques mots quand même sur le développement des compétences, grapho-phonologiques puisque là aussi, ça fait partie des éléments qui, vont être, servir d'indicateurs aux difficultés, qu'on va pouvoir observer dans les activités de compréhension. L'idée, si vous voulez, de ce décodage, c'est que, le décodage, la mise en place du décodage sert un petit peu de mécanisme d'auto-apprentissage. C'est-à-dire que lorsque les élèves rentrent dans l'apprentissage du code, l'acquisition de ce code va leur permettre de décoder de plus en plus de mots de façon efficace et donc ces mots de pouvoir les stocker dans le système de mémoire à long terme. Donc l'objectif, c'est de pouvoir en l'acquisition d'un minimum de règles, de pouvoir acquérir un maximum, d'items, un maximum d'objets. Donc ça, c'est le principe en fait qui est appliqué dans l'apprentissage de la lecture, quelle que soit la langue au final, avec quand même une subtilité qui est que les langues, vont avoir des systèmes qui vont être plus ou moins complexes et notamment un degré de transparence qui va être plus ou moins fort. Et donc en français, on va se retrouver avec une difficulté qui est principalement, associée, au fait qu'on a davantage de graphèmes que de phonèmes. Et ce ratio étant important, hein, on a, 36 phonèmes et 130 graphèmes, bah, c'est ce qui pose des difficultés pour, systématiser cet auto-apprentissage et pouvoir le favoriser. Donc on a besoin de s'appuyer, bien sûr, sur l'apprentissage explicite du code orthographique, donc cette correspondance entre les graphèmes et les phonèmes qu'on va mettre en place. Mais on a aussi besoin, de pouvoir, gérer un certain nombre d'irrégularités qui sont présentes au sein de la langue française. Donc concrètement, ce qui nous pose problème dans l'accès à la lecture, c'est ce degré de transparence de la langue, hein. Vous avez en Allemagne, les élèves allemands, donc l'allemand étant une langue, transparente, en fin de CP, ou l'équivalent du CP,
ils sont en capacité de décoder 90 des mots de leur langue, hein. Ce qui est pas le cas parce qu'en français, parce qu'on est dans un système qui est, plus opaque et donc on a besoin de gérer davantage, d'irrégularités. Donc c'est vraiment aussi ce travail sur les irrégularités qui est important à mettre en place au niveau de ce type d'acquisition. Et en fait, pour pouvoir essayer de mieux visualiser, les difficultés qui sont associées à l'acquisition de la lecture, vous avez un modèle qui a été proposé, qui est le modèle de lecture à double voix, qu'on appelle aussi le modèle de lecture, experte. Je ne sais pas si vous y avez déjà été, si vous y avez déjà été confronté. L'idée en fait de ce modèle rapidement, c'est un modèle de lecture experte, c'est-à-dire qu'un lecteur, adulte, expert va se servir de cette voix phonologique et de cette voix lexicale avec, vous allez voir certaines, spécificités, c'est-à-dire qu'il y a une voix qu'on va privilégier par rapport à l'autre et vous allez très rapidement comprendre pourquoi. En fait, dans la lecture, on sait qu'aujourd'hui, pour nous, en tout cas en tant qu'adultes, la lecture, c'est une activité qui est tout à fait automatisée, hein. Quand vous vous promenez dans la rue, enfin, vous n'avez pas besoin de vous concentrer sur le fait de lire, vous allez décoder automatiquement les symboles. Ce décodage automatique, il est rendu possible par le fait que vous avez au sein de votre système lexical les entrées qui sont déjà stockées et donc vous allez avoir une mise en correspondance qui va se faire avec ces 40 000 60 000 entrées qui vont être stockées au sein du système de mémoire à long terme. Donc, quand on est en situation de lecture, vous avez toujours une analyse visuelle, bien sûr, qui va se mettre en place. Et cette voie lexicale va permettre de coactiver ce qu'on appelle les lexiques orthographiques, sémantiques et phonologiques. Donc, on va avoir un accès à la forme visuelle globale du mot parce qu'elle est déjà stockée au sein du système de mémoire à long terme. Donc, on n'a pas besoin de faire un décodage syllabe par syllabe qui nécessite ensuite une recomposition, comme c'est le cas de la voix phonologique, pour arriver à identifier le mot et pouvoir accéder à son sens. La voix phonologique, on va l'utiliser en tant que lecteur expert pour les mots qui vont être les mots, rares auxquels on n'a pas été trop confronté ou lorsque on va être en situation d'apprentissage d'une langue étrangère. C'est-à-dire qu'on a en fait 2 systèmes qui vont nous permettre de réaliser ces différentes activités de lecture. Et si je les reprends de façon un petit peu plus spécifique, donc, cette procédure on appelle la procédure lexicale ou la voie lexicale, donc c'est la voie directe, la voie par adressage. Elle, en fait, on va l'utiliser pour, les mots qui sont, connus. C'est-à-dire qu'on va pouvoir reconnaître de façon, globale à partir de la constitution de notre lexique mental. Donc d'où la nécessité de constituer le plus rapidement possible, ce lexique interne qui va nous permettre d'accéder au sens plus rapidement. Et dans le cadre de l'apprentissage de la lecture, c'est aussi la voix qui va nous permettre de traiter les mots qui vont présenter des irrégularités, hein, comme le mot oignon par exemple, ou le mot champ, champ, enfin, quand j'ai aussi le mot chocolat et le mot choral, euh, qui vont présenter les mêmes graphèmes en attaque et qui pourtant vont avoir une prononciation différente. Ces irrégularités, il faut pouvoir les stocker au sein du système de mémoire à long terme pour pouvoir les traiter. Hein, donc cette voie lexicale nous permet vraiment d'avoir ce niveau d'automatisation lors de l'activité de lecture. La voix phonologique, donc cette voix non lexicale, cette voix indirecte, elle, on va l'appliquer en tant que lecteur expert, donc plutôt aux mots rares et réguliers et aux pseudomots. C'est-à-dire qu'on a ici la possibilité de s'appuyer sur, la correspondance graphème-phonème de façon systématique pour pouvoir arriver à décoder le mot correctement. Ça suppose qu'on ait un traitement qui se fasse de façon, essentiellement, séquentielle. Donc c'est toujours quelque chose qui est long, c'est toujours quelque chose qui est coûteux, à partir du moment où c'est quelque chose qui est séquentiel. Et donc c'est pas une voie qu'on va privilégier en tant que lecteur expert, hein. On va essentiellement privilégier la voie lexicale parce que la voie lexicale, elle est plus rapide. Mais si on se fait maintenant dans la perspective de l'élève qui va apprendre à lire, l'élève qui apprend à lire, lui, il est basé essentiellement sur cette procédure phonologique, donc sur cette mise en correspondance systématique des graphèmes et des phonèmes. Et il va commencer à se servir à la marge pour les mots qui vont présenter donc des irrégularités de la voie lexicale, qui va lui permettre d'encoder un certain nombre d'informations en mémoire à long terme. Et l'objectif, c'est de ne pas rester
dans les traitements qui sont associés à la procédure phonologique, tout le travail d'automatisation qui se met en place lors de l'apprentissage de la lecture, c'est pour s'affranchir progressivement de la procédure phonologique. Et donc, une fois que le mot il a été traité 2, 3, 4, 6 fois avec cette procédure phonologique, il va être intégré au système lexical. Et donc, on va pouvoir y accéder par la voie lexicale. Hein, donc, on s'affranchit le plus possible de cette procédure, mais on en a besoin quand même pour pouvoir rentrer dans l'apprentissage du code orthographique. Donc ça nous permet vraiment de constituer, ce lexique mental, hein, qui est extrêmement important puisque Heu, le lexique, il va permettre de stocker les connaissances donc sémantiques, phonologiques, orthographiques, syntaxiques, pragmatiques, enfin toutes ces informations qui vont être stockées, au sein de la mémoire. Et donc on a besoin d'avoir un système bien sûr qui soit le plus organisé possible. Toutes ces procédures, d'automatisation que j'évoquais sont absolument nécessaires pour nous permettre d'avoir une activité de lecture qui soit encore une fois la plus fluide possible. Juste pour vous donner un exemple, heu, en termes d'automatisation de lecture, ici vous allez voir donc ce qui se passe pour un lecteur novice et ce qui se passe pour un lecteur expert. Avec d'un côté, une compréhension de texte qui va être difficile, hein, on en arrive progressivement à notre question centrale de la compréhension et de l'autre côté, une compréhension de texte qui va être facilitée. Donc, le lexique, il est important parce que c'est lui qui va nous permettre de retrouver les informations de façon assez fluide, de façon assez efficace. Ici, vous allez voir, pour un même texte, les, la rapidité avec laquelle les informations vont être traitées. Donc, on va commencer avec le lecteur novice. Je vais lancer en parallèle la vidéo pour le lecteur expert et vous allez voir les différences au niveau des mouvements oculaires. Donc, vous voyez un texte court. Et regardez à gauche le nombre de fixations qui sont faites par rapport à au nombre de fixations qui sont proposées sur la droite. Là, à droite, on arrive déjà en fin de texte. Ça y est, le texte il est terminé. On est à peine à la quatrième ligne pour le texte de gauche. Donc ça veut dire que au niveau de la mise en place des processus de lecture, ce qui va se passer ici chez le lecteur novice, donc ce qu'on va retrouver chez les élèves de CP essentiellement quand ils rentrent dans cette activité de conversion entre les graphèmes et les phonèmes. La compréhension de texte, elle est difficile parce que les ressources cognitives sont mobilisées, sur cette activité de décodage. Donc, en fait, on est toujours sur une question d'équilibre du point de vue des ressources puisque, au final, on a tous, des ressources cognitives qui sont limitées, hein. C'est pas quelque chose de péjoratif, hein, c'est un constat. On a toutes et tous des capacités cognitives, bien sûr, qui vont différer, mais on a toutes et tous aussi nos limites par rapport au traitement qu'on est en capacité de réaliser. Et ça en vient à considérer tout ce qui est associé avec le fonctionnement de la mémoire de travail. C'est-à-dire qu'un enfant qui va être ici en train de décoder de façon quasiment syllabe par syllabe les informations qu'il est en train de traiter, ce qui va nécessiter un processus, quand même assez coûteux de réorganisation des informations pour compléter, pour organiser ces syllabes sous la forme d'un mot et accéder au sens du mot. Quand il arrive ici à la fin de la première phrase, à la fin du mot interview, il se rappelle plus ce qu'il a lu au début. C'est tellement coûteux de mettre en place cette procédure de décodage que la compréhension, au final, elle est peu ou pas accessible. Donc ça veut dire qu'il faudra faire plusieurs lectures de la même phrase pour permettre de libérer suffisamment de ressources pour arriver à mettre en place une certaine forme de cohérence qui permette cet accès au sens. Donc l'automatisation du décodage et le fait qu'on soit en capacité, grâce à cet empan perceptif, que je présentais tout à l'heure, de traiter les informations de façon fluide, c'est ça aussi qui va nous faciliter la compréhension de texte. Donc on a quand même une corrélation positive entre la capacité qu'on va avoir à décoder les informations et la capacité qu'on va avoir à mettre en place la compréhension. Ça c'est un petit peu, encore on pourrait le renforcer davantage, mais c'est un peu ce qui se passe avec les élèves qui sont porteurs de dyslexie. Les élèves dyslexiques, ils sont dans cette segmentation, en fait, très pas à pas des informations, parce que ce qui est coûteux pour eux, c'est cette activité de décodage. S'ils ont des problèmes de compréhension de texte, c'est parce que leurs ressources cognitives sont, toutes consommées
dans l'activité de décodage. Et quand on facilite le décodage, hein, quand on leur donne donc, quand on limite les phénomènes d'encombrement visuel qui leur posent vraiment des difficultés pour accéder au sens, on peut leur faciliter l'accès à la compréhension en augmentant davantage l'espace entre les caractères, par exemple, ou entre les lignes, hein, de sorte, voilà, à ce que l'encombrement visuel soit réduit à sa portion congrue. C'est quelque chose qui va être, pour eux assez facilitant. Hein, donc voilà, juste pour illustrer cette dissociation, hein, puis l'intérêt vraiment de pouvoir rentrer dans un processus qui est un processus automatisé pour que la compréhension aussi puisse être accessible. Juste un petit mot avant de passer à la phase de compréhension à proprement parler, sur l'importance de la conscience phonologique. Dans l'apprentissage de la lecture et dans la mise en place de la compréhension, on a un rôle très important qui a été identifié au niveau de la conscience phonologique. C'est-à-dire que l'apprentissage de la lecture, de façon, formelle, il va pas commencer, en CP, même si c'est vrai que c'est en CP qu'on va rentrer dans la systématisation, de cette mise en correspondance des graphèmes et des phonèmes. Tout ce qu'on va faire avant, dès la maternelle, va contribuer, au développement de l'activité de lecture. Et les activités de phonologie, ce sont des préalables indispensables à un apprentissage de la lecture réussi. Pourquoi? Parce que c'est un prédicteur concrètement de cette réussite. C'est-à-dire que plus les élèves vont avoir des performances en termes de conscience phonologique qui sont bonnes, et plus ils vont être susceptibles d'avoir des bonnes performances en lecture et donc en compréhension aussi dans leurs activités futures. Donc la conscience phonologique, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas à négliger. On essaye de la travailler, le plus possible pour permettre d'avoir ce bénéfice. Donc ça peut être des exercices de fusion de syllabes, segmentation, élision et cetera. Tout ce qui va permettre de manipuler, les sons, de pouvoir les manipuler, les intégrer et surtout, les reproduire, ça va, contribuer aux activités de lecture par la suite. Et vous avez même des travaux qui ont montré que que plus les langues sont opaques et puis on a besoin de fortes compétences en termes de conscience phonologique pour arriver à rentrer dans l'apprentissage de la lecture. Donc ça veut dire que dans le cas du français, on a vraiment intérêt à systématiser dès la maternelle ce type d'activité pour que la conscience phonologique puisse monter en compétence. Et vous avez aussi des travaux qui portent sur les questions autour du statut des élèves bilingues ou monolingues. Et les élèves bilingues ont souvent une conscience phonologique qui va être plus développée que les élèves monolingues, parce qu'ils sont en capacité d'intégrer et reproduire des sons de langues qui vont être différentes. Et tout ça, ça contribue à enrichir la conscience phonologique. Donc on a tout intérêt à vraiment travailler sur cette mobilisation des sons, acquisition et oralisation, parce que dedans aussi, on retrouve des compétences autour de la maîtrise du langage oral qui, là aussi, sont des prédicteurs importants des futures performances en compréhension, en lecture. Donc on va aborder maintenant la 2e partie sur vraiment le versant compréhension. Je sais pas, Adeline, si on fait une première phase de pause avec des questions déjà? J'ai pas du tout regardé le Il chat. n'y a pas de questions dans le chat pour le moment, mais on peut demander aux collègues s'ils ont des questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. En fait, je pense que je peux même vous donner la parole, hein, parce que pour vous donner la parole, il suffit que je vous passe co-animateur. Je pense que ça se fait. Mais voilà, est-ce que vous avez des questions jusque-là? Pas de questions. Alors moi, j'ai des questions, ceci dit. Euh, J'avais une question qui est diapo 14. Tu parles d'attention descendante. Et Oui. on parle parfois aussi, quand on fait le cerveau bayésien, de prédiction descendante. Et en fait, enfin, je me demande pourquoi on appelle ça descendante. Parce que en fait, descendant, c'est dans le sens où tu pars du système de «contrôle» entre guillemets vers la stimulation. C'est-à-dire que tu as des processus qui vont être, bottom up, tu vois? Et des processus qui vont être à l'inverse, donc des processus ascendants et des processus descendants. Ascendant, donc c'est plutôt, l'environnement qui va venir capter et mettre en place les processus, et descendant, c'est quand tu vas voir
l'individu qui va venir, contrôler un petit peu l'environnement, réorganiser les éléments. Donc dans le processus de lecture, attends, je vais revenir sur la diapo en question. Ouais, c'était la 14. Non, 14, c'était ici. Voilà, c'était cette image-là que j'avais empruntée Oui, à Stanislas Dehaene. C'est-à-dire que, dans l'attention descendante, notamment dans le cadre de la lecture, on n'est pas sur, ce qu'on appelle une attention qui va être, exogène. L'attention exogène, c'est toutes les stimulations qui vont venir de l'extérieur, qui vont venir nous capter. L'attention descendante et la lecture sérielle, c'est nous qui allons porter notre attention sur le texte et puis, essayer de réorganiser les éléments pour qu'ils soient porteurs de sens. C'est-à-dire qu'on va, reconstruire, on va agencer les syllabes pour arriver à former des mots et à partir de ces mots, organiser le sens de la phrase. Donc c'est dans ce sens, on est sur une attention descendante. mmh, merci. Alors, Stéphanie, qui dit: «J'ai un élève de sixième qui» je sais si s'il y en a qu'un, je dirais, mais bon, «qui a un niveau en lecture très fragile», qui a la question de comment aider ces élèves, qui ont un niveau de lecture très fragile. Alors peut-être que j'aurai des éléments de réponse dans les Ouais, dans la diapositives qui vont suite. suivre. Donc, D'accord. pour cette réponse, Stéphanie, si ça vous va, on peut la garder en mémoire. Ouais, Et puis, une fois qu'on aura vu vraiment la partie compréhension, peut-être, revenir dessus, enfin si ça n'a pas été suffisamment oui, éclairant dans un premier temps et puis qu'on puisse ouvrir la question plus largement. ouais. Donc Virginie, pareil, qui parle de l'affluence. Alors Anne qui dit: «Je n'ai pas bien compris, enseignant intégré». Heu, je ne me rappelle pas avoir dit ça, j'ai peut-être Ouais, fourché. je sais pas. Euh, bon, Anne, si tu peux préciser ta question. Et il y a Isabelle qui dit: est-ce que la conscience phonologique évolue avec l'âge? Est-ce qu'elle a tendance à s'amoindrir? Alors, la conscience phonologique évolue avec l'âge, hein. C'est surtout notre capacité à intégrer et discriminer des sons qui évoluent. C'est-à-dire que, on va naître avec une certaine capacité à discriminer les sons et on a une capacité universelle à discriminer les sons, à la naissance. C'est-à-dire qu'on peut arriver à discriminer les sons de n'importe quelle langue. Et puis en fonction de notre environnement, petit à petit, on va avoir une spécialisation qui va se faire. C'est-à-dire qu'on va être plus en capacité de traiter, si je vis dans un environnement exclusivement monolingue français, mon système va davantage être, en capacité d'intégrer et de reproduire les sons du français et pas forcément ceux des sons qui vont être, issus de langues étrangères, surtout si elles sont très différentes de la langue maternelle. Donc la conscience phonologique, enfin la capacité qu'on va avoir à intégrer et reproduire des sons, elle va commencer à s'étioler à partir de l'âge de 6 7 ans. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'est plus en capacité de le faire, ça veut dire que pour les sons qui vont être très éloignés, de nos capacités de base, de notre langue maternelle, ça va être de plus en plus complexe, hein. D'où, l'importance de pouvoir sensibiliser les enfants aux langues, dès le plus jeune âge et de pouvoir varier les activités autour des langues dès le plus jeune âge parce que c'est vraiment entre 3 et 6 ans où ça va être le moment le plus favorable. Dès la naissance, c'est le mieux, mais entre 3 et 6 ans, c'est là où on va avoir les éléments les plus favorables. Donc après, on peut faire des exercices, enfin ceux que je mentionnais, heu, ici, je suis allé un petit peu loin. Voilà. Ce que je mentionnais ici avec la fusion de syllabes, segmentation, élision, ça c'est des proto dans les protocoles expérimentaux qu'on va mettre en place. On va utiliser ce type de tâches. Donc par exemple, pour le cas de l'élision, c'est l'exemple que vous avez ici, je te donne le mot manteau, je retire man, qu'est-ce qui reste? Donc ils doivent répondre tau. On essaie comme ça de leur faire manipuler les sons parce que ça travaille sur le côté, manipulation du son et activation des différentes représentations. Et vous avez beaucoup d'activités de ce type qui vont contribuer à entraîner en fait la conscience phonologique. C'est-à-dire que si naturellement elle a tendance, c'est vrai, à s'étioler, notre capacité à intégrer et reproduire les sons a tendance à s'étioler, ça n'empêche pas qu'on peut l'entraîner. Et vous avez des activités aujourd'hui, enfin et notamment certaines qui passent par l'utilisation de jeux sérieux, qui visent justement à travailler sur ce côté, capacité à identifier les sons, donc qui jouent sur la conscience phonologique. Je prends l'exemple du jeu Grapho Game, dont vous avez sûrement entendu parler qui a été, l'objet d'un gros projet, Ifran qui a été porté par Johannes Ziegler.
Et l'idée dans ce type de logiciel, c'est vraiment de travailler sur la systématisation de la correspondance entre graphèmes et phonèmes avec un système de feedback, qui permet enfin qui est supposé en tout cas mieux intégrer, mais les études qui sont faites sont plutôt prometteuses. Donc mieux intégrer cette représentation du son en vue de mieux la reproduire. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment travailler, qui est extrêmement important. Et même si on a des enfants, qui sont un petit peu plus âgés, même niveau collège, on peut quand même proposer ce type d'activité. Le logiciel GraphoGame, moi, j'ai utilisé avec des élèves allophones, dans le cadre d'une étude, l'année dernière, donc avec des horizons linguistiques qui étaient assez différents. Et tout ce qui était entraînement à la conscience phonologique, en tout cas l'utilisation du logiciel a montré qu'il gagnait aussi en conscience phonologique lorsqu'on a fait, la comparaison entre notre pré-test et notre post-test. Merci. Alors du coup, Anne a précisé sa question. Donc elle dit, elle fait référence à une des diapos où il était indiqué que l'apprentissage explicite avec un enseignant externe devient un apprentissage implicite avec un enseignant intégré. Est-ce que cela signifie qu'on enseigne le code à l'élève et après il apprend tout seul? Alors c'est un petit peu l'idée, c'est cette question en fait cette question d'auto-apprentissage, c'est-à-dire on va leur donner un maximum de clés pour que le code orthographique puisse, se mettre en place. Et l'objectif est vraiment de rentrer dans une sorte de cercle vertueux si vous voulez. Mais pour ça, ça va supposer déjà que l'acquisition du code puisse se mettre en place, hein, et qu'ils puissent avoir aussi un accès à la lecture qui soit suffisant et qui leur permette de rentrer dans cet auto-apprentissage. Parce que pour cela, il faut que en dehors de l'école, dans l'idéal, ils puissent avoir aussi accès à des sources de lecture, qu'ils puissent avoir aussi accès à des livres, et on sait qu'à ce niveau-là aussi, on a de grosses inégalités qui vont exister. Mais c'est un petit peu le principe, voilà, c'est-à-dire que l'enseignant va pouvoir être là pour accompagner, introduire de façon explicite, cet apprentissage du code que l'élève va apprendre, mémoriser, intégrer, reproduire, de sorte à le systématiser, et plus il va avoir d'expériences de lecture, plus ce code va se renforcer, hein, d'où l'idée qu'on rentre dans de l'auto-apprentissage. Et donc, si le code se renforce, on est plus en capacité de pouvoir identifier du vocabulaire aussi qui va être différent, de faire du lien entre des mots que j'ai entendus et des mots que je suis en train de décoder là lorsque je suis en train de lire. Et donc de faire cette correspondance qui va me permettre d'encoder des nouvelles formes orthographiques au niveau du lexique mental. Mm, merci. Anne-Lise demande pourquoi la procédure phonologique est-elle appliquée aux mots réguliers? Parce que pour pouvoir arriver à décoder, correctement dans cette hypothèse-là, on a besoin que le mot soit régulier. Parce que si j'ai un mot qui va présenter une irrégularité et que je le traite avec la voix phonologique, je vais lui donner une mauvaise, je vais arriver à une erreur, en fait. Mm, Par exemple, le mot monsieur, si je le décode, voilà, selon le code qu'on m'a appris, je vais pas pouvoir le prononcer correctement, l'intégrer correctement. Donc ces irrégularités, elles vont passer par la voie lexicale. On a vraiment cette dissociation entre mots qui vont être réguliers et mots qui vont être irréguliers parce qu'on va pas pouvoir les mémoriser de la même façon. mm. Du coup, il y a Isabelle qui indique qu'en AP, même au cycle 3, cela pourrait être intéressant de proposer un entraînement à la conscience phonologique. Donc, tout Oui. à fait ce qu'on a dit. Et donc, Frédéric qui pose une question sur les méthodes de lecture utilisées en France. Et donc, est-ce que ces méthodes de lecture prennent en compte ces résultats de recherche et entre autres l'utilisation des jeux pour développer la conscience phonologique? Bah, elle devrait, si quand vous parlez de méthode de lecture, donc vous faites référence au manuel, j'imagine? Et dans les manuels, on a une diversité qui est incroyable, avec des très bons manuels et des manuels qui vont pas rentrer justement dans ce type de principe. Le constat que j'ai pu faire, récemment, c'est que de plus en plus les manuels vont s'appuyer sur ce type de développement, de méthodologie qui va permettre de favoriser la conscience phonologique. On a maintenant aussi, des outils, hein, je pense au guide orange, au livret orange et au livret rouge, pour le CP et pour le CE1, qui permettent d'apporter un certain nombre de préconisations qui sont là aussi pour accompagner à la sélection de méthodes de lecture, et pouvoir en tirer le meilleur profit possible.
Mais on a vraiment de tout. Enfin, je sais plus combien il y a de méthodes de lecture qui existent aujourd'hui là pour le CP et le CE1, mais je crois qu'il y a ça doit être aux alentours d'une centaine. Enfin, pour s'y retrouver, c'est extrêmement compliqué. Quand on regarde les étudiants en formation initiale à l'INSPE au premier degré, enfin, selon les classes dans lesquelles ils vont se trouver, enfin, les manuels, ils savent pas comment ils vont faire pour les choisir. Ils savent pas si l'existant qui est déjà présent à l'école, beh, c'est un bon manuel à utiliser ou pas. Il y a un certain besoin aussi, voilà, de pouvoir cibler les apports des manuels de façon concrète. Et dans le cadre du plan lecture, sur le site de l'Académie de Paris, vous aviez une classification qui avait été proposée, enfin une évaluation d'une trentaine de manuels d'apprentissage de la lecture, justement en fonction de la façon dont il permettait de rentrer dans le code. Est-ce que c'était un principe de progression rationnelle qui était impliqué comme ça doit être le cas? Ou est-ce que c'était pas le cas justement et donc c'était un manuel qui avait plutôt une mauvaise évaluation? Ça permet aussi ce type d'évaluation de cibler le manuel qu'on peut utiliser en fonction des préconisations qui sont faites actuellement. Merci beaucoup. Donc là, je crois qu'on est arrivé. Ah oui, alors il y avait une question sur le langage musical. Bon, je sais pas si. Alors, la lecture des signes pour les collègues en éducation musicale. La démarche de la double voix est-elle activée pour ce décodage du langage musical? C'est une excellente question. Alors mes connaissances, sur la question sont limitées justement parce que j'ai pas, tellement travaillé sur ce type d'études. Mais, sur, des connaissances que j'ai en musique, je suis pas sûr qu'on ait donc on va avoir l'acquisition des notes, donc on va avoir des symboles qui vont être, tracés sur une portée et qui vont correspondre donc à un certain son qui va être associé. Je ne sais pas si à ce niveau on peut parler d'irrégularité. Mais c'est une question qu'on peut creuser parce qu'elle est, elle est très intéressante. Il y a des études, enfin je suis au courant d'études qui sont faites sur musicalité et langage. J'avais une collègue à l'INFRE qui travaille sur ce type de questions, mais pas avec ce type de questionnement-là. Donc c'est une question intéressante et je veux bien creuser la question. Merci. Ah, il y a une autre question qui vient d'arriver, je crois. Ah non, 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 c'est bon. Non, non, c'est bon. D'accord. Poursuivons. Poursuivons. Donc on va attaquer sur la partie, lecture et compréhension maintenant que voilà, qu'on a pu voir un petit peu le lien qu'il y avait avec le décodage et voilà, là où je veux en venir avec la compréhension, là, je veux en arriver, c'est vraiment toute la complexité qui est associée avec sa mise en place. Donc on va voir que la compréhension, c'est vraiment un phénomène qui est dynamique dans le sens où il est jamais figé. La compréhension n'est jamais figée. Parce qu'on est sans arrêt en train d'actualiser les informations, on est sans arrêt, en train de faire, des nouvelles lectures, par exemple, qui vont nous permettre d'activer des représentations parmi nos connaissances, donc qui vont permettre peut-être de les mettre à jour, qui vont permettre d'inhiber certaines représentations qu'on avait pu mettre en place. Donc on va voir que la compréhension, en soi, c'est vraiment quelque chose qui va être, extrêmement complexe. Déjà, quand on regarde, bah, tous les éléments qui vont contribuer à sa mise en place. Ici, vous avez un exemple, voilà, un petit schéma qui est pas forcément très agréable à regarder, ou à lire. Vous voyez que l'objectif ici, c'est d'accéder au sens, hein. C'est un peu la finalité de la compréhension. Mais donc pour arriver à comprendre, je vais avoir besoin, bah, c'est un petit peu ce qu'on va traiter ici, de mettre en place, l'automatisation de la correspondance entre les graphèmes phonèmes, de mettre en place, ce qui va être associé aussi à l'utilisation des informations grammaticales et ensuite je vais avoir toutes les informations qui vont être, portées par l'écrit. Donc, les indicateurs temporels, les connecteurs, donc le champ sémantique, le vocabulaire, tout ce qui va être aussi les indicateurs de lieu, les indicateurs au niveau des personnages et tout ce qui va relever aussi des informations qui sont portées par le type du texte, puisque le type de texte va aussi conditionner la stratégie de lecture qu'on va mettre en place. Toutes les activités de lecture qu'on va réaliser vont nous permettre de nous familiariser avec, voilà, certaines structures de texte
et en tant que lecteur, on va mettre en place des stratégies pour arriver à intégrer, justement les informations qui sont portées par le texte. Donc c'est pas la même façon pour nous, de lire un texte, voilà, de lire une nouvelle, un petit texte narratif et de lire une poésie ou de lire une fable parce que, on génère des attentes. Quand on lit une fable, on sait qu'en principe, il y a une morale à la fin, donc que les informations qui nous sont présentées vont nous guider progressivement vers cette morale. Le texte narratif, on sait qu'on va avoir l'introduction en principe de personnages à qui il va arriver un certain nombre d'aventures et puis, voilà, on va les suivre à travers ces aventures. Le poème, au-delà du thème qui va être abordé, on va avoir une structuration qui va, permettre d'avoir un certain nombre de pieds, un certain nombre de rimes, enfin voilà, une certaine typologie aussi. Donc on va générer des attentes par rapport à tout ça, on va générer des stratégies de lecture qui vont nous permettre de, nous approprier le plus efficacement possible le contenu et d'élaborer une représentation mentale, parce qu'il y a une notion de représentation, on va voir, qui est importante aussi. Donc d'élaborer une représentation, mentale, qui soit la plus efficace possible. Et donc pour faire le lien avec ce que je vous disais tout à l'heure, donc pour aller de la lecture à la compréhension de texte va supposer de mettre en place cette reconnaissance des mots écrits, donc avec, les capacités visuelles, attentionnelles, les habiletés phonologiques, la connaissance des lettres, donc tout ce qui va être associé, au décodage et d'avoir aussi ce versant compréhension orale, c'est-à-dire tout ce qui va être associé au vocabulaire, aux compétences grammaticales, à la mémoire de travail verbal, je vais y revenir dans quelques instants, aux connaissances et aux capacités d'inférence sur lesquelles on va aussi, heu, regarder ensemble un certain nombre d'études puisque, chez les élèves, indépendamment de difficultés qui sont associées justement au décodage, c'est-à-dire qu'on peut avoir des élèves qui sont des bons décodeurs, mais qui ont a priori les connaissances nécessaires pour répondre, mais qui pourtant ne vont pas mettre en place les inférences qui sont nécessaires pour arriver à comprendre le texte. Donc, voilà, c'est peut-être une façon un petit peu plus élégante de représenter ce que nécessite la compréhension que la première diapositive que je vous ai montrée, mais ça vous montre qu'on a un certain nombre, voilà, de facteurs qui vont venir contribuer à la mise en place de la compréhension d'un texte. Donc comprendre, c'est une activité, si on revient sur, les définitions, c'est une activité par laquelle on va, utiliser et acquérir des connaissances. Donc comme vous l'avez vu, ça va nécessiter de mobiliser un certain nombre d'informations, différentes et la mobilisation de ces sources d'informations va nous amener au final à élaborer ce qu'on appelle une représentation mentale. Donc la notion de représentation, encore une fois, c'est une représentation qui va être une interprétation. Parce que, c'est, encore une fois, quelque chose qui n'est jamais figé et qui se fait à un instant T en fonction, des informations qui vont être véhiculées par le texte, donc tout ce qui va être porté par l'écrit, ce qui est ici, mentionné sous la forme d'informations récentes, mais aussi les informations antérieures, donc les connaissances que je vais avoir déjà stockées au sein, de mon système de lexical, donc mon système de connaissances, de mémoire à long terme. Donc c'est surtout l'élaboration de cette représentation qui va nous intéresser parce que c'est elle qui va traduire la façon dont on va intégrer justement les éléments qui sont présentés par le texte, donc de la façon dont elles sont intégrées à notre système de connaissances. Donc de 2 choses l'une, soit les informations qui sont portées par le texte, font écho à des connaissances qui sont déjà stockées au sein du système de mémoire à long terme et donc à partir de là, ça veut dire que ces connaissances vont venir se développer, elles vont venir se consolider, elles vont être étayées, d'une façon différente. Soit les informations qui sont portées par le texte ne vont pas faire écho à des connaissances qui sont déjà stockées et donc on va, peut-être devoir les traiter de façon plus approfondie pour les intégrer sous forme de connaissances. Donc on est vraiment sur ces 2 cas de figure principalement. Donc l'élaboration de cette représentation, elle est fondamentalement dynamique parce que comme je vous disais, on est sans arrêt en train d'actualiser les informations qui nous sont proposées. On peut voir ça là aussi de 2 façons différentes. Imaginez que, on soit confronté à la lecture d'un texte une première fois. Donc je lis le texte une première fois. À l'issue de cette première lecture, je vais avoir une première représentation qui va émerger. Donc c'est ma représentation A. Si je fais une deuxième lecture du texte, en deuxième lecture, il y a des éléments sur lesquels je vais peut-être passer un petit peu plus vite parce qu'ils auront été intégrés en première lecture. Donc je ne vais pas avoir besoin de mobiliser autant de ressources sur ces éléments-là lorsque je vais lire le texte une seconde fois.
Ce qui veut dire que je vais pouvoir réallouer une partie des ressources cognitives sur les éléments que je n'ai peut-être pas très bien compris en première instance, qui va m'amener à élaborer une deuxième représentation qui va en principe être un petit peu plus aboutie. Hein. Et puis on peut mettre ça après 3, 4, 5, 6 lectures. Au bout d'un moment, ça va relativement se stabiliser quand même, jusqu'à ce qu'on ait de nouvelles informations qui soient apportées. Mais en tout cas, voilà, la représentation, elle va évoluer en fonction de la façon dont on va intégrer les informations qui nous sont présentées. Donc ça, c'est ce qu'on peut considérer, heu, à l'échelle du texte dans sa globalité. Mais, on peut aussi envisager ça au fur et à mesure qu'on avance dans la lecture. C'est-à-dire que lorsque je vais lire la première phrase du texte va m'amener déjà à activer un certain nombre de connaissances et à élaborer aussi un certain nombre d'inférences, parce que j'ai des éléments qui sont forcément manquants. Et donc, au fur et à mesure que j'avance dans le texte, je vais être en train de mettre à jour ces informations, ces inférences que j'élabore, pour pouvoir soit les valider, soit les réfuter. Alors je ne sais pas si ça va être très facile, mais on peut voir ça au niveau du chat, donc n'hésitez pas à marquer vos réponses. Si je vous demande de me dire où étaient, Anaïs et Julien samedi? D'accord? Et que je vous présente la phrase suivante. Samedi, Anaïs et Julien ont vu des lions et des tigres. Et je vous demande de me dire où étaient Anaïs et Julien samedi. Ok, donc la réponse qui vient systématiquement, donc c'est au zoo. D'accord? On a aussi un peu au cirque, on voyage, au cirque, cinéma. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on raisonne de façon probabiliste. Notre système, il raisonne de façon probabiliste. C'est-à-dire que la probabilité de voir des lions et des tigres au même endroit, vu qu'ils vont pas vivre dans les mêmes régions, géographiques, c'est probablement le zoo, peut-être aussi le cirque. En tout cas, on a une première inférence majoritairement qui est associée au zoo. OK? 2e phrase: «Puis le clown les a beaucoup fait rire». OK, donc pour celles et ceux qui avaient activé le zoo comme inférence, bah, ça va peut-être vous amener à la revoir. Après, on peut très bien partir du principe qu'il y a un clown qui se balade au zoo. Hein. C'est quelque chose qui est probable, qui est peut-être moins probable, mais c'est quelque chose qui est quand même probable. Mais en tout cas, ça nous amène plus à considérer que, au vu de cette deuxième phrase, mon inférence comme quoi ils étaient au zoo, je vais devoir la mettre de côté pour activer l'inférence sur laquelle ils sont plus probablement au cirque. Et on va voir avec la dernière phrase, et Frédéric a raison, probablement. À la fin du spectacle, maman leur a demandé d'éteindre la télévision, il était temps d'aller dormir. Hein, donc ils étaient simplement dans leur salon en train de regarder la télévision. Mais vous voyez que déjà en 3 phrases, si j'exclus la petite phrase de conclusion, en 3 phrases, on a changé à chaque fois d'inférence. Donc ça veut dire qu'on a besoin de s'appuyer sur, ces mécanismes, d'activation et d'inhibition. L'inhibition est extrêmement importante dans l'activité de compréhension puisque c'est elle qui va nous permettre, au fur et à mesure, de mettre à jour les informations et de pouvoir, valider l'inférence qui est pertinente par rapport au texte que je suis en train de lire. Hein. Donc on est vraiment sur un système de représentation qui va nécessiter, un certain nombre d'opérations mentales qui vont permettre d'interpréter, le texte qu'on est en train de lire au regard des connaissances qui vont être stockées, dans notre système de mémoire et donc de pouvoir aussi opérer sur ces représentations dans le sens où, ma représentation, elle va évoluer en fonction, comme vous l'avez vu, des autres informations qu'on va me présenter. Et ça, c'est une des grandes sources de difficultés qu'on va retrouver chez les élèves, ça va être la capacité à pouvoir mettre à jour ces différentes informations pour arriver à garder une structure de texte qui va être cohérente. Donc ça aussi, c'est, chose qu'on va creuser un petit peu avec des exemples expérimentaux que je vais vous présenter, mais lorsqu'on exclut, les difficultés qui sont les difficultés de décodage purement et simplement, pour rentrer dans les difficultés qui sont associées à des difficultés vraiment de compréhension, on voit que c'est souvent cette efficience cognitive, cette capacité à s'appuyer sur, la mémoire de travail, en l'occurrence ici pour mettre à jour les informations, ou la capacité à inhiber les informations qui sont pas pertinentes, qui vont être, des vecteurs de difficultés qu'on va avoir chez les élèves en termes de compréhension. Donc pour vous illustrer ça un petit peu avec un modèle,
Alors, il y a beaucoup de modèles de la compréhension, qui existent, hein, donc je vais pas vous abreuver ici de modèles. C'est un de ceux qu'on va utiliser le plus, dans la littérature scientifique. C'est le modèle de compréhension de Van Dyck et Kinch, pour lequel, vous voyez, on a différents niveaux de représentation, justement, qui vont nous permettre d'actualiser différents types de connaissances. Donc, ce modèle, hein, ici, vous voyez, vous avez le processus de compréhension qui est représenté sous un continuum. Et vous voyez qu'on a différentes bulles qui vont représenter différents niveaux de représentation. En fait, on a trois niveaux de représentation qui sont associés au modèle. On a donc un niveau qui va être le niveau de surface, qui est un niveau qui est un petit peu superficiel, dans le sens où on va mettre en mémoire les mots et les phrases du texte tels quels sans que le sens importe. En gros, si on présente un texte sur, la vie des abeilles et qu'on demande aux élèves: «Est-ce que tu as lu le mot ruche dans le texte? Est-ce que tu as